Bonjour. Donc, on va faire un peu d'histoire sur les machines à feu. Ça commence avec la mesure de la pression atmosphérique par Torricelli. Alors ça, vous voyez ma souris ici, là, c'est ça un tube de Torricelli. Donc, comment ça marche? On remplit un tube de mercure et puis sans laisser rentrer l'air, on le renverse sur de l'eau ou sur d'autres mercures. Et ce qui va arriver, c'est que la pression atmosphérique va va pousser sur le mercure, puis la hauteur la colonne de mercure, on a déjà discuté de ça, là. Rho GH, ça va donner la pression, Rho étant la densité du mercure, G la constante gravitationnelle à la surface de la Terre et H la hauteur du mercure. Ça donne la pression atmosphérique. Autrement dit, ici, c'est vide, ce petit bout-là. Si on faisait ça avec de l'eau, ça aurait 10 mètres de hauteur, mais pas plus haut. Donc, en fait, c'est une des limitations des pompes qui font juste enlever, enlever l'air finalement pour pomper de l'eau ou pour faire des fontaines. Donc, ce truc-là, ça a été utilisé après par Blaise Pascal au Puy de Dôme, qui était, disons, qui doutait beaucoup de l'idée d'Aristote, qui disait que la nature a horreur du vide. C'était son explication pour l'existence des pompes. Donc, voilà ce que je disais sur les pompes. Il est impossible de faire monter l'eau au-delà d'une dizaine de mètres de hauteur dans la conduite des pompes dont on a pourtant chassé l'air. Donc, sans rentrer plus dans les détails de tout le monde, on passe à Pascal, qui est allé au Puy de Dôme. Bon, ces chapeaux-là, ce n'est pas vraiment des chapeaux d'époque, mais en tout cas, avec son tube de Torricelli. Et puis, donc, il a mesuré la pression au bas. Le Puy de Dôme, c'est une montagne dans le coin de Clermont-Ferrand. Alors, il a mesuré la hauteur de la colonne, donc une mesure de la pression. Au pied de la montagne, c'était 71,1 cm. Puis en haut de la montagne, c'était 62,6. Donc, c'était vraiment une très grosse différence. Donc, à tel point qu'il a pu finalement refaire son expérience juste au sommet de la tour Saint-Jacques à Paris, et puis il a écrit des pamphlets qui dénonçaient l'horreur du vide et puis qui expliquaient que finalement, ce qu'était la pression atmosphérique, c'est-à-dire le poids de l'air au-dessus au-dessus du mercure. Donc, bon, cette pression atmosphérique peut générer des forces énormes. Puis là, on va s'amuser à regarder cette petite vidéo-là. Je vais vous laisser le son avec la petite musique. Donc, c'est les sphères de Magdebourg. Donc, on fait le vide dans les sphères. Et puis, à cause de la pression atmosphérique, ça va être très, très difficile de les décoller. Donc, l'expérience historique du bourgmestre de Magdebourg, c'était de tirer l'attelage de chevaux. Puis, voilà, ils ne parviennent pas à séparer ça pourrait être naturel pour des chevaux de marcher à l'envers, donc c'est parce que les autres les tirent. Et voilà, là, une version moderne de l'expérience.
vu qu'il y avait les... Vraiment, ce pas vraiment une très bonne façon de le montrer, mais en tout cas, vous voyez que la pression atmosphérique, ça peut être quelque chose de très, très gros. Donc, on passe ensuite à Denis Papin, qui est un médecin, en fait, qui a abandonné la médecine pour faire de la physique. C'est lui qui a inventé ce qu'on met sur les prestos. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un presto, là, quand une cocotte à pression. Hein, on met une espèce de petit truc de poids sur le dessus, ça fait... Mais Papin, ce qu'il a inventé, c'est plutôt une façon d'exercer de la force en utilisant la chaleur, donc de faire du travail avec la chaleur. Dans son cas, c'était pour pomper de l'eau. Alors, une nouvelle manière pour lever de l'eau par la force du feu. Donc, voilà un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Donc, ici, c'est plutôt la machine de Savary, qui est une variante de la machine de Papin. Donc, Savary, c'était un mineur anglais qui donc fait chauffer de l'eau ici. Ça fait une surpression qui pousse l'eau ici. Et puis, donc, par effet siphon, si vous voulez, on peut aller pomper l'eau dans le bas. C'est comme aller pomper l'eau dans le bas d'une mine. Et puis, on peut donc regarder ça de façon un peu plus schématique avec les notes de cours. Donc, voici un cylindre avec un piston, de l'eau. On met de la chaleur, on fait bouillir, ça fait de la pression qui fait monter le piston. Puis ensuite, si on laisse refroidir, ben, l'eau va recondenser. Et puis, de la pression atmosphérique, donc, va faire descendre le piston, puis on peut faire un travail avec ça. Donc, ça a permis ensuite à Newcomen de faire l'installation suivante. Puis, j'ai oublié de spécifier que la grande contribution de Savary par rapport à Papin, ça c'est la machine de Papin, mais celle de Savary, c'est qu'il, pour accélérer la machine de Papin, c'est qu'il lançait de l'eau froide pour que ça condense plus rapidement. Alors, Newcomen a installé cette machine-là donc en 1711 à Birmingham. C'est resté pendant presque 100 ans quelque chose qui était très utilisé pour pomper l'eau des mines. Et puis, il a été obligé finalement d'inclure Savary qui avait le brevet pour l'arrosage. Alors ici, on a du feu. Encore, on fait chauffer, bouillir de l'eau. C'est toujours la même idée. Qui fait monter un piston ici. Et puis, quand le piston est rendu suffisamment haut, ça fait, donc, grâce à ce bras-là ici, ça ouvre une valve ici qui fait rentrer de l'eau froide. Donc, ça condense. Et puis, la pression atmosphérique, donc, fait descendre ce bras de levier ici. Il fait monter celui-là, qui, encore en utilisant le fait que ça crée un vide, pompe l'eau de la mine. Puis une partie de l'eau qu'on pompe va ici pour servir à refroidir. Donc, la façon dont ça a été découvert, c'est qu'au départ, ils ont installé ça exactement comme Savary, c'est-à-dire qu'ils faisaient juste lancer de l'eau pour refroidir, mais par accident, il y a eu un trou, puis ils se sont rendus compte que ça refroidissait beaucoup plus vite si finalement on faisait ça, c'est-à-dire qu'on mettait l'eau froide à l'intérieur plutôt que juste à l'extérieur ici. Donc, le professeur de sciences naturelles de Glasgow, voulant démontrer ce principe à ses étudiants, a construit une machine miniature, une version miniature de la machine de Newcomen, mais elle ne fonctionnait pas. Alors, l'histoire a changé à ce moment-là parce qu'il a engagé un apprenti
horloger qui s'appelait Watt, à qui il a confié la mission de comprendre pourquoi sa version miniature de la machine de Newcomen ne fonctionnait pas. Puisque Watt a compris, c'est que quand on réduit en taille, le rapport entre le volume et la surface change, évidemment, parce qu'on n'est pas, disons, proportionnel à L cube dans un cas, puis à L carré dans l'autre. Alors, ce qui se passait, c'est qu'avec une petite machine de Newcomen, il y avait trop de surface. Alors, toute l'eau froide servait à refroidir la surface plutôt qu'à faire d'autres choses. Donc, c'est là que Watt a compris l'importance d'avoir un réservoir chaud et un réservoir froid, dont le principe est illustré ici. Donc, on imagine ici un contenant en 3 dimensions, il est dessiné en 2, où on fait rentrer de la vapeur ici, donc qui pousse le piston vers le bas. Alors, autrement dit, la soupape B ici est fermée, et puis la soupape C est fermée. Donc, on pousse vers le bas, donc la vapeur qui était ici, elle va aller dans un contenant froid qu'on appelle un condenseur. Donc ça s'appelle le principe de Watt. Quand on a de la vapeur ici dans un milieu chaud et puis un milieu froid, la vapeur va aller du côté chaud au côté froid, évidemment, parce que la pression est plus élevée ici que là. Donc ensuite, on peut procéder à l'inverse, c'est-à-dire fermer les valves A et D et puis ouvrir les valves B et C. À ce moment-là, ben, on va à l'envers, c'est-à-dire qu'on rentre la vapeur ici, ça pousse le piston par en haut. La vapeur qui était ici maintenant peut aller dans le condenseur. Et puis, on peut recommencer. Donc, ça s'appelle moteur à double action. C'est-à-dire que dans les deux directions, c'est possible de le faire marcher. Donc, ça, évidemment, ça a mené à la révolution industrielle. Voilà, grâce à la locomotive, la machine à vapeur. C'est une des machines à vapeur. Donc, dans ce cas-là, le réservoir chaud, ben, c'est, voilà, on met un feu ici qui fait bouillir de l'eau. On va se servir de la vapeur ici dans le piston à double action, hein, que je vous ai expliqué un peu plus haut. Je vais vous montrer un peu plus en détail comment ça marche. Et puis, le réservoir froid, ben, c'est l'atmosphère. Ça sort par là. Donc, comment est-ce que ça marche en pratique ici? Donc, vous avez la vapeur qui arrive, ici. Vous voyez, il y a un petit tiroir ici qui ferme ça. La vapeur arrive ici, donc elle pousse le piston. Et puis, la vapeur qui est ici, elle suit ce chemin pour aller dans la cheminée. D'accord? Et puis, ensuite, par un mécanisme que je vais vous expliquer, ben, finalement, on peut faire aller ça de l'autre côté. C'est-à-dire que maintenant, le tiroir qui est ici, on le déplace. Et puis maintenant, vous voyez que la vapeur va aller ici, pousser. Et puis celle qui est ici va sortir dans la cheminée. Donc, une des clés, finalement, c'est qu'est-ce qui est accroché au bout de ces deux tiges-là. Donc, on peut le voir ici. Donc, si le cylindre est accroché après un levier, ici, finalement, c'est comme un effet de levier. Vous voyez que quand on pousse, bien, ça va aller par là. Puis, quand la roue est rendue en haut, bien là, c'est la roue qui va repousser dans l'autre sens. D'accord? Donc, finalement, on va faire le tour ici. Et puis, donc, ce petit tiroir-là, lui, comment est-ce qu'on peut le faire bouger? Bien, c'est simple, en fait. On fait juste placer une tige avec un anneau. Ici, c'est un anneau qui glisse
sur une excroissance désaxée de l'essieu. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Vous voyez, il y a, on le voit bien ici, là, donc l'essieu, il est ici, c'est le point noir. Puis là, il y a comme, si vous voulez, un disque qui est entouré par un anneau de métal. Et quand la roue tourne, évidemment, comme le disque est désaxé, ben, il va faire ça comme ça. Donc, il va avoir un mouvement de va-et-vient qui va être transmis au tiroir ici. Bon, il y a eu plein d'autres inventions de Watt qu'on va laisser tomber ici. Puis, on va rentrer un peu plus dans l'aspect théorique de ça. Donc, voilà, les machines à feu ont fonctionné très longtemps sans comprendre exactement les principes qui étaient à leur base. Mais ces principes-là, c'est relié au fait que l'entropie doit toujours augmenter. Et puis, pour que ça soit le cas, avec tous les moteurs cycliques, ça prend deux réservoirs, un froid et un chaud. Voilà.